Et du coup, au début, j'étais complètement perdue. Et j'avais commencé même à être dans l'extrême, en mode, ben, ça se trouve, je suis pas faite pour ça, pour qui je me suis prise. Clairement, je vais pas avoir l'aptitude à faire ne serait-ce qu'un seul test unitaire. Et pendant toute la semaine, j'ai eu ce sentiment de... Syndrome de l'imposteur. Exactement. Salut à tous et bienvenue sur ce tout premier épisode d'une saga que j'appelle Reconverti, où j'interviewe des personnes qui sont passées par la case reconversion pour finalement réussir à devenir développeur. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Godard qui, après être passée par un cursus marketing, elle s'est orientée vers le développement web en passant par la formation Coding Academy, la même que j'ai faite, et qui aujourd'hui est développeur full stack PHP Symfony React. Salut Sylvie, bienvenue sur le premier épisode. Est-ce que tu peux raconter à l'audience comment est-ce que s'est passée cette fin de formation, ta recherche de stage qui a débouché sur ce dernier stage qui s'est converti en premier emploi? Alors, du coup, comme tu disais, voilà, j'ai un profil où j'ai fait d'abord du digital marketing. Et en fait, du coup, comme j'avais décidé de faire une reconversion dans le développement web, j'ai fait ça du coup à la Coding Academy. La formation, en fait, elle a duré 4 mois déjà de base. Et à la fin de la formation, on devait trouver un stage. Du coup, c'était un peu le moment stressant pour tous les étudiants parce que voilà, c'était le moment où on allait vraiment commencer à travailler dans une boîte. Et en fait, j'ai pris 2 semaines à trouver ma boîte. J'ai passé pas mal d'entretiens, j'avais pas mal de tests techniques. Et en fait, j'avais passé un entretien chez Passion. C'est une entreprise, une application de rencontre pour les plus de 50 ans, D'accord. pour les seniors. Et du coup, mon process a duré, il me semble bien, 3 ou 4 entretiens. Où j'avais d'abord un entretien où c'était énormément de questions-réponses pour voir un peu ma capacité de réflexion. Ensuite, j'ai eu un test technique un peu complexe où j'avais un week-end pour le faire. Et ensuite, j'ai été prise du coup en stage pour 4 mois. D'accord. Et avant justement de démarrer ton stage, au moment où tu as fait cette recherche, combien de process t'as fait, combien d'entretiens t'as passé avant de pouvoir décrocher ce stage-là? Alors déjà, j'avais été inscrite à Talentio. Ouais. C'est une plateforme où on met notre CV, notre profil est poussé en fait pour les recruteurs. Et je crois que j'avais eu 3 entretiens. Il y en avait un entretien pour faire du React, sauf que ben c'était mal tombé parce que quand j'avais appris à faire du React en fait à la formation, j'étais aussi dans mon processus de recherche, ce qui fait que j'avais pas vraiment de connaissances sur React, ce qui fait que clairement j'ai raté l'entretien. Ensuite, j'avais fait un autre entretien, c'était à Aubervilliers dans une boîte qui faisait du PHP et du JavaScript. Et voilà, j'ai eu un test technique, pareil, j'avais pas réussi. Ensuite, le test technique, en plus, il était un peu basique, il fallait faire comme on appelle ça, un fit buzz. Je sais pas Oui, si... le fameux test FizzBuzz sur les multiples de 5, multiples de 3, Exactement, multiples de 5. c'est ça. Et du coup, moi, j'avais fait des consoles log. Enfin, mon truc, il fonctionnait, c'était pas le problème. Le problème, c'est que c'était pas assez performant, que du coup, j'avais pas optimisé mon code et ça a été éliminatoire. Ensuite, j'avais fait un entretien, Ah, ça, c'était super dur. C'était dans une boîte à Châtelet, où en gros, la boîte, c'était pour mettre les influenceurs au service des entreprises. Et en fait, mon test technique, il durait 2 heures en présentiel, où je devais créer une barre de recherche qui tape sur une API et qui fait de l'autocomplétion en 2 heures. J'ai juste réussi à faire une barre de recherche. Bref, c'était catastrophique. Et au final, il me semble que ça a été, voilà, j'ai dû faire 4 ou 5 entretiens comme ça. Et sachant que j'ai postulé quand même dans pas mal de boîtes, je dirais une vingtaine, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai trouvé l'entreprise Passion. D'accord, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne sur cette partie. C'était pour montrer vraiment à ceux qui verront cette vidéo combien de candidatures il t'a fallu pour arriver à décrocher ne serait-ce que ce premier stage. Donc, C'est ça. maintenant, tu as eu ton offre chez Passion, tu es allé chez eux. Comment s'est passé vraiment ton début? Quel était le cadre? Et comment ça s'est passé ton onboarding? Alors, bah déjà, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui stresse pas mal. Du coup, ma première semaine a été horrible. Vraiment, elle a été horrible. On m'a mis, en fait, au départ sur les tests unitaires, chose que je n'avais jamais faite. Donc, il a fallu que j'apprenne ce qu'était un test unitaire, comment on faisait un test unitaire et comment le mettre en application sur un projet énorme, parce que du coup, à la Coding Academy, on travaillait toujours sur des petits projets. Et bah là,
Voilà, bienvenue dans une vraie entreprise avec 1 milliard de dossiers, qui appelle 1 milliard de dossiers. Et du coup, au début, j'étais complètement perdue. Et j'avais commencé même à être dans l'extrême, en mode, ben, ça se trouve, je suis pas faite pour ça, pour qui je me suis prise. Clairement, je vais pas avoir l'aptitude à faire ne serait-ce qu'un seul test unitaire. Et pendant toute la semaine, j'ai eu ce sentiment de... Syndrome de l'imposteur. Exactement. C'était vraiment infernal. Je commençais même à regarder sur Internet comment mettre fin à une convention de stage et tout. Non, j'étais dans l'extrême. Et après, en fait, ce qui était bien à la Coding Academy, c'est qu'on était 30 et en fait, on avait vraiment gardé de bons contacts les uns avec les autres, ce qui fait que tous les vendredis, on allait boire un verre ensemble. Et du coup, on a pu tous discuter en fait de nos premières impressions. Et je me suis aperçue que j'étais pas toute seule, qu'ils étaient tous dans le cas de c'est super dur. Et voilà, faut pas se leurrer, le développement web, c'est dur, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et du coup, j'ai dû reprendre un petit peu sur moi et commencer à vraiment regarder comment on fait les tests unitaires sans me dire tout de suite, il faut que j'y arrive. C'était plus, je me disais, il faut que je comprenne. Donc voilà, je vais lire, je vais regarder des vidéos, etc. Quand bien même je fais pas ma mission tout de suite en bonne uniforme, c'est pas grave. Il faut que je comprenne là où je vais. Et du coup, j'ai réussi à faire mon premier test unitaire qui est passé. Et là, pour moi, c'était une grande victoire. Et au fur et à mesure, j'avais des tests unitaires à faire. Et là, ça commençait à devenir un peu une gymnastique du cerveau. Donc, ça commençait à être plus simple à faire. D'accord. Et du coup, donc, tu as fait ta première semaine, tu as réussi à faire tes premiers tests unitaires. Comment s'est passée la suite? Est-ce que tu as été onboardé sur d'autres user stories? Comment ça s'est passé? Justement, je crois qu'après 1 à 2 semaines de tests unitaires, aussi de documentation, parce que du coup, au début, j'ai fait énormément de documentation. Mon CTO m'envoyait pas mal de documentation à lire, des vidéos à regarder. Et voilà, pour que je monte un petit peu en compétence. Et une fois que c'était fait, j'ai eu mes premiers tickets. Donc, on était en méthode agile. On était sur des sprints de 2 semaines. Et en fait, sur 2 semaines, du coup, on avait des tickets qui étaient attribués aux membres de l'équipe dev. Et je crois que ma première fois, j'ai eu 3 tickets. Et en fait, c'était 3 tickets de modification de features qui étaient déjà existantes. Et du coup, ça me permettait, moi, de mettre un peu mon nez dans le code, de voir le fonctionnement, de voir à quel user story, à quel fonctionnement de l'application ça répondait. Et voilà, du coup, j'ai eu mes premiers tickets. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé parce que mon CTO, il m'a bien expliqué là où je devais aller. Et je notais vraiment tout ce qu'il me disait. Et du coup, j'y allais étape par étape. Et mes premiers tickets se sont plutôt bien déroulés. J'ai pris énormément de temps, alors qu'en réalité, ça se fait en une journée. Mais voilà, moi, il fallait que je comprenne où je devais aller. Du coup, voilà, je crois que j'ai pris les 2 semaines pour le faire, pour bien comprendre où je devais aller et les modifications que je devais faire. Ok. Et donc, comment s'est passée la fin de ton stage et comment s'est faite la transition entre ton stage et le premier contrat de travail? Alors, à la fin de mon stage, j'avais eu une réunion avec la CEO et le CTO, où du coup, ils expliquaient qu'ils étaient plutôt contents de mon travail et qu'ils aimeraient bien continuer l'aventure avec moi. Du coup, à la base, au début, ils m'avaient proposé de prolonger mon stage pour refaire un stage de 6 mois, je sais plus quoi, mais ça, c'était plus des problèmes de financement dus au fait que c'est une start-up. Mais j'ai quand même refusé parce que il fallait que je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je leur ai dit que personnellement, moi, c'était CDI ou j'allais voir ailleurs. Donc, ils sont revenus vers moi 1 semaine plus tard avec une proposition de CDI que j'ai acceptée, que j'ai clairement acceptée. Et du coup, j'ai signé mon contrat pour 1 semaine après, je crois, mon stage. Et ensuite, voilà, j'ai continué. En fait, vu que j'occupais les mêmes fonctions, c'est juste mon statut qui avait changé. Je passais de stagiaire à CDI, mais c'était la même Alors, chose. pour que je comprenne bien, tu as signé ton contrat de travail 1 semaine avant la fin de ton stage? C'est ça. Ok. C'est ça. Et en termes, donc justement, tu arrivais sur la partie marché du travail. Est-ce que tu avais à peu près, sans nous donner de chiffres, est-ce que tu avais à peu près une idée du salaire que tu allais demander et est-ce que tu y étais ou est-ce que tu as eu une surprise à la hausse ou à la baisse? J'ai demandé une tranche par rapport à ce que touchaient les gens de la Coding Academy. J'ai eu une baisse. Ok. Mais après, la différence, c'est que du coup, j'avais 0 expérience professionnelle. C'est pas comme si j'étais dans une réelle reconversion. C'est-à-dire que tout de suite après mon master, j'ai fait cette formation-là. Du coup, on peut pas vraiment dire que j'avais déjà un salaire de base où j'avais travaillé avant. Ce qui fait que j'ai accepté, même si c'était un petit peu à la baisse de ce que je demandais.
j'ai accepté pour une première expérience. D'accord. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où c'est ce que j'encourage les gens de faire. Si vous avez une offre et si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas plusieurs offres en même temps, clairement vous n'avez pas de levier pour négocier. Prenez la première offre et commencez votre carrière. Vous allez voir que rapidement après, vous pourrez vous appuyer de cette expérience pour faire jouer la concurrence. Vous n'êtes pas marié avec votre premier poste. Donc, le plus important, c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier et c'est pas du tout le premier salaire. Et donc, tu as enchaîné en CDI. Ça a duré combien de temps tu restais en CDI derrière? Je suis restée du coup... ça fait 6 mois là. Non, je crois que ça fait un peu plus. Okay. Et en fait, je suis restée de juin jusqu'à avril, du coup, là, de cette année 2020. D'accord. Pour être tout à fait honnête, ça s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, on avait ce qui était prévu, avant même que je signe mon stage, c'est qu'on ait le CTO. Il avait dit qu'il embaucherait une personne senior et que moi, je serais du coup la junior de l'équipe. Sauf que ça s'est pas très bien passé, c'est-à-dire que la première personne en senior qui a été embauchée n'est pas restée parce qu'elle convenait pas en termes de compétences. Et ensuite, la deuxième personne qui a été embauchée, malheureusement, est partie parce qu'il n'y avait pas un bon fit avec l'équipe. Enfin, ça se passait pas forcément comme prévu. Et moi, j'admets que aussi ça se passait pas bien en fait avec mon CTO. Et je commençais même à être un petit peu dégoûtée du dev. Je commençais à perdre confiance en moi. Je commençais aussi à perdre l'envie de développer, en fait, de rester dans la programmation. Et je commençais du coup à remettre ma carrière en doute parce que comme du coup on n'avait pas de senior avec nous, toutes les missions que le senior aurait dû avoir m'ont été attribuées. Et clairement, c'était au-delà de mes capacités, ce qui fait que quelque chose pour un senior qui aurait pu être fait en 2, 3, 4 jours, moi, je le faisais en 1 semaine et demie. Et le souci, c'est que on est dans une start-up, il faut que les choses ils aillent vite. Et du coup, moi, j'étais beaucoup trop lente par rapport à ce qui était demandé. Et du coup, je sentais bien que je répondais pas aux attentes. Surtout qu'en plus de ça, il y avait une communication plutôt rude avec le CTO, et je commençais, même si ça se passait très très bien avec le reste de l'équipe, je sentais bien qu'avec le CTO, il commençait à y avoir un blocage, que ce soit lui au niveau des attentes qu'ils avaient envers moi, et moi au niveau des attentes que j'avais envers lui concernant le management, concernant l'apprentissage. L'encadrement, etc. Je vois. Exactement. Et je sentais bien que ça partait... Ça commençait à s'effriter, quoi. Exactement. D'accord. Oui, donc effectivement, t'as cet aspect de confiance en soi qui est vraiment importante quand on fait du dev, parce que si on se tape mur sur mur sur mur sur mur et que vraiment on a vraiment du mal pour s'en sortir et qu'en plus après humainement les relations s'effritent, on a ce syndrome de l'imposteur qui peut revenir très 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 vite. Et justement, c'est à ce moment-là que nous on est rentrés en contact, qu'on a commencé à travailler ensemble. Tu étais venu vers moi en me disant on a à peu près le même parcours, je vois que tu as fait ta reconversion, comment est-ce que je peux m'en sortir, etc. Est-ce que je suis faite pour faire du dev ou pas? Du coup je te laisse nous raconter la suite. Comment est-ce que à partir de là on a rebondi pour la suite? Du coup, comme tu dis, voilà, je suis rentrée en contact avec toi et ça a été un grand soulagement parce qu'en fait, dans ce monde de développement, surtout quand on est junior, on a besoin d'avoir des personnes qui traversent un peu la même chose que nous ou qui ont traversé la même chose que nous pour avoir un appui, pour avoir un exemple et pour aussi se sentir... il n'y a rien de pire que de se sentir seul en fait dans une situation. Et du coup, le fait d'avoir discuté avec toi et de me rendre compte qu'en fait, j'étais vraiment pas seule dans cette situation, tu m'as dit que ta première expérience, voilà, c'était pas forcément bien passé. Tout à fait. Je me suis dit, moi aussi, en fait, ma première expérience, ça se passe pas bien. Et en fait, l'important dans ce genre de situation, c'est de ne surtout pas croire que sa première expérience résume l'expérience en global. C'est-à-dire que moi, j'ai compris qu'il fallait que je parte. Parce que si je restais, ma confiance en moi allait continuer à descendre, mes compétences, du coup, ça allait être un cercle vicieux. Pas de confiance en soi, du coup on développe, au niveau de la programmation, on est moins compétent comme on est moins compétent, notre CTO il nous le fait comprendre comme il nous le fait comprendre, baisse de confiance en soi, etc. etc. Et du coup moi j'ai compris qu'il fallait que je sorte de ce bourbier, et j'en ai parlé à ma CEO. J'en ai parlé à ma CEO, pas dans l'optique de quitter l'entreprise tout de suite au début, mais c'était plus pour lui faire comprendre un peu dans quel état d'esprit j'étais, pour que le jour où je décide de quitter l'entreprise, qu'elle soit pas surprise. Voilà, exactement. Au final, elle a été très compréhensive et c'est elle qui m'a proposé du coup une rupture conventionnelle
pour pas que je reste histoire de rester et que je puisse toucher le chômage. Et du coup, j'ai discuté avec toi. Et c'est là que tu m'as parlé de faire un projet personnel de mon côté pour ne serait-ce que reprendre confiance en moi, redécouvrir le code, ce que j'aimais faire à la Coding Academy, redécouvrir voilà, la joie un peu quand on arrive à faire des choses, qu'on arrive à se débloquer, en fait, redécouvrir si j'aime toujours ça, en fait, voir si je suis toujours à ma place, sans avoir de pression extérieure, sans avoir d'une personne qui me donne des ordres, sans avoir juste être dans mon propre projet. Et moi, je t'avais dit aussi que j'étais en bac, ça j'ai oublié de le préciser, du coup j'étais en bac en PHP Symfony. Et moi, ce qui me manquait énormément, c'était le front. Parce qu'au final, à la Coding, on faisait vraiment un projet de A à Z. Et j'aimais bien voir le résultat en fait, sur un navigateur ou autre. Et ça, je l'avais plus. Ça, je travaillais que sur des datas. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, il me faut un peu de front, il me faut toucher un peu full stack. Du coup, j'ai fait un projet, un side project, avec une API REST Symfony que j'ai fait et un front React.js. Et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus je codais, plus je m'y mettais, etc., plus je commençais à être... à vouloir le lendemain recoder, revenir dessus, et plus le temps passait, et plus j'ai compris qu'en fait j'adorais ça, que c'était pas parti, que c'était toujours là, et que j'avais juste besoin d'exprimer ce que je voulais exprimer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux projet? Comment est-ce que tu as défini bon, déjà, comment est-ce que tu as défini le langage? Tu parles de React, tu n'en avais pas spécialement fait avant depuis la coding. Pourquoi React? Et en quoi consistait le projet? C'était une app qui faisait quoi? Et pourquoi tu as choisi ça? Alors, déjà de base, j'avais décidé de faire du Symfony React parce que je recherchais pas mal de jobs en full stack. Et du coup, je regardais ceux qui demandaient en bac le Symfony et c'était très très souvent couplé avec du React. Et en fait, en discutant avec quelques développeurs qui comparaient React à Angular, React est beaucoup plus facile à prendre en main. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dessus, voir comment ça fonctionne. En plus, j'avais un autre ami développeur qui lui travaille essentiellement sur React. Et il y a tout ça en fait qui a fait que je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dessus, surtout qu'il y a énormément d'offres qui proposent Symfony React. Donc, voilà, tu l'as très bien souligné, cet aspect de faire attention à ce que les offres demandent. Vous allez voir qu'en fait les combos de stack c'est souvent les mêmes. On a souvent donc Node React, on a du Laravel Vue, Symfony React. C'est des couples qui vont souvent ensemble. Angular Java, c'est des couples qui vont souvent ensemble. C'est pas l'exclusivité, on n'est pas obligé de faire ça, mais en fait c'est quelque chose qu'on voit souvent. On voit souvent des choses, des combinaisons de stack se mettre en place comme ça. Donc quand vous avez un pivot comme toi tu avais Symfony, en fait il suffit de regarder ce qui se fait sur le marché et en s'orientant vers la techno qui est la plus demandée, c'est là où vous avez plus de chances de décrocher un poste derrière en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc par rapport à ton projet, si tu peux nous en dire un peu plus, en quoi il consistait exactement? Alors, en 2016-2017, j'ai fait un petit concours de start-up où en gros on devait présenter un projet innovateur de création de start-up. Et j'avais décidé de faire un truc qui s'appelle Music Gather. En fait, le principe, c'est un site de rencontre pour les personnes qui souhaitent aller à un concert et qui n'ont personne avec qui aller. Et du coup, je me suis dit, pour mon projet personnel, au lieu de partir sur un truc, au début, je me suis dit un site de cuisine ou peut-être un petit Twitter, au lieu de partir sur un truc qui un peu random, qui sort un peu je vais dire de l'ordinaire, pas du tout, mais au lieu de prendre quelque chose de random, pourquoi pas me focaliser sur un projet qui me tient vraiment à cœur, sur lequel j'avais déjà bossé et qui m'intéresse vraiment. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre ce projet-là de 2017 que j'avais fait en master, parce que vraiment, ce truc-là, il me bottait, et je vais essayer de le développer, parce qu'en plus, j'avais déjà créé une maquette sur Wix, et je me suis dit, j'ai ma maquette, je sais déjà là où je vais, du coup, je vais programmer pour vraiment essayer de faire en sorte que cette maquette prenne vie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de me lancer là-dessus. Et sans regret, parce que j'ai une infinité de fonctionnalités que j'aimerais mettre en place. C'est difficile, mais au moins ça m'a permis de prendre la main sur tout ça. D'accord, donc tu as démarré ton projet comme ça. Justement, on en avait discuté, toi et moi. C'était l'idée de ce projet, c'était de te fournir des bases solides pour pouvoir candidater et pouvoir montrer des choses. Surtout que tu avais de l'expérience côté back, mais côté front, tu n'avais pas grand-chose à montrer. Comment est-ce que tu t'es formé à React dans le but de faire ce projet? Alors, pour commencer, j'avais suivi ce que tu m'avais dit, c'est-à-dire de faire le cours de Maximilien sur Udemy.
Du coup, il y avait, il me semble, 549 vidéos. Du coup, j'avais commencé les 50 premières vidéos. Et je me suis dit, je vais jamais arriver. Il y en a beaucoup trop. Et j'avais discuté en plus avec, en fait, sur Udemy, ils te proposent de rejoindre une communauté sur Discord. Et du coup, j'avais rejoint cette communauté et j'avais commencé à parler un petit peu avec les personnes autour du monde sur React. J'avais discuté avec une personne qui m'avait parlé des hooks. Et je lui avais dit qu'est-ce que c'est. Il me dit ouais, te prends pas la tête sur Redux, regarde d'abord les hooks. Ça date de 2019, c'est ultra récent et c'est ce qui va changer. Et en fait, je me suis dit au début, je regardais des vidéos, je regardais comment on appelle ça, les tutos React, sauf que je m'ennuyais. Moi, mon problème, c'est que je suis impatiente. Et du coup, je m'ennuyais pas mal à faire ça. Et je me suis dit, pourquoi pas tout de suite me lancer sur le projet et regarder les vidéos ou les tutos au fur et à mesure que j'avance sur le projet, en fait. Et là, et c'est là que j'ai eu le déclic où ça a été l'apprentissage beaucoup plus, comme on dit ça, beaucoup plus performant, beaucoup plus intense. Et en plus de ça, je donne ça en parallèle. J'ai commencé à chercher un petit peu un poste en même temps. Et en fait, j'ai eu un test technique où il fallait que je fasse du React. Et ça m'a permis aussi d'ajouter ça à mon projet, ce que j'avais appris durant ce test technique-là. D'accord. Et justement, donc, entre le moment où tu as entamé ce projet et le moment où tu as commencé à candidater, comment ça s'est passé? À quel moment est-ce que tu mettais en avant ce projet? Est-ce que c'était sur ton CV? Est-ce que c'était dans les échanges avec le recruteur ou est-ce que c'était uniquement l'entretien? Comment ça s'est passé? Alors, à la base, moi, je voulais finir mon projet entièrement, le déployer et ensuite chercher un boulot. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Déjà, de un, parce que clairement, le projet, il est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop complet pour pouvoir le terminer comme ça en 2 mois. En plus, je tiens à préciser que c'était le moment du confinement, donc j'étais clairement centralisée sur ce projet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Talentio, comme je vous ai dit, j'étais de base sur Talentio l'année d'avant. Et en fait, Talentio m'a relancé en me disant, voilà, est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Parce que on va sans doute remettre votre profil en avant. Du coup, on a eu un appel et je leur ai dit que oui, ça m'intéressait. Et au début, c'était juste histoire de me remettre sur la plateforme. Sauf qu'en fait, j'ai eu un entretien avec une entreprise qui s'appelle Link Value. Et du coup, c'était dommage, j'ai pas été prise parce que pas assez d'expérience en front. Et j'ai cru au début que ce manque d'expérience en front allait me mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, au fur et à mesure que j'avais des petits entretiens comme ça grâce à Talentio, j'ai compris qu'il fallait que je me remette vite dans la recherche d'emploi et qu'il fallait pas que j'attende forcément qu'on m'appelle et qu'il fallait surtout pas que j'attende que mon projet soit fini. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer à chercher pendant que je continue mon projet et un jour, ça va finir par payer. De toute façon, j'ai rien à perdre. Comme Mais tu je l'as vais dit pas- toi-même, en fait, tu as un manque d'expérience en front, tu l'as de toute façon. Que Ouais, tu aies fini ton projet ou pas, ça change rien. Professionnellement, tu n'as pas d'expérience en React. Par contre, plus tu fais d'entretiens et plus on te pose des questions en React, bah, au début, on va te coller. Il y a des choses que tu ne sauras pas, mais tu as intégré des choses que tu as apprises en entretien dans ton propre projet. Tu t'es servi de certains entretiens pour apprendre. c'est ça. C'est tout à fait ça. Et ben justement, une fois que j'ai décidé que j'allais vraiment m'y mettre, ben c'est là que je t'ai dit que je voulais commencer à chercher maintenant, que je trouvais que j'avais pas mal avancé quand même sur mon projet, que React n'était plus une notion complètement floue pour moi, que je savais c'était quoi des composants, que je savais comment on utilisait Axios, etc., etc. Et du coup, c'est là que je t'ai dit que je Est-ce voulais que rechercher. tu as appris à faire des tests sur React? Tu faisais des tests Alors là, sur ton back-end. ouais. Pour ton projet, est-ce que tu en as fait sur ton Bah, front-end? c'est prévu et j'admets que j'ai pas Ok, encore fait ok, de test sur le front. ok. J'en ai fait côté back, mais pas encore sur le front. Et du coup, bah, c'est là que tu m'as mis en relation avec l'entreprise à Aix-en-Provence, EasyBlue. EasyBlue. Et du coup, voilà, je suis rentrée en contact avec eux, j'ai eu des entretiens. J'ai eu un entretien où j'avais des questions-réponses sur Symfony. Ils voulaient tester d'abord ma capacité, toutes mes connaissances en fait que j'avais déjà de base sur Symfony. Ensuite, ils m'ont posé des questions sur React. C'était un fléau, franchement, niveau théorie, tout ça. J'ai réussi à répondre quand même à quelques questions, le life cycle, des trucs comme ça. Mais la majorité des choses, je connaissais pas. Et du coup, ce que j'ai trouvé super avec cette entreprise, c'est qu'ils ont décidé de me faire un test technique, pas sur mes connaissances, pas sur ce que je connaissais déjà, mais plutôt sur ma capacité d'apprentissage. Du coup, ils m'ont fait un test technique sur React.
essentiellement sur React en utilisant Next.js et TypeScript. Et ils m'ont dit, voilà, nous, on veut voir, tu as une semaine pour faire ce projet-là, on veut voir tes capacités de réflexion et est-ce que tu es capable d'aller chercher de l'information, etc. Et c'est là-dessus que j'ai été testé. D'accord, donc ça c'était ce process-là. Est-ce que tu avais d'autres process en cours en même temps ou est-ce que pour l'instant tu étais focus que sur celui-là? Alors j'en avais d'autres en cours. J'avais eu un test technique dans une boîte de recrutement qui s'appelle Modis. C'était sur Symfony Full Stack, sauf que j'avais oublié complètement que Symfony peut être full stack à lui-même. C'est-à-dire qu'on peut faire et du back et du front. Comme moi j'avais tout le temps été focalisé sur le back, j'avais oublié la partie front de Symfony. C'est fait que j'ai complètement raté le test technique parce qu'il y avait plein de questions sur le front, sur Twig et tout ça, et moi j'utilise jamais ça. Mais ils avaient quand même apprécié ma candidature, les entretiens qu'on avait passés, et du coup ils me proposaient quand même de donner mon CV pour des missions. Ensuite j'avais eu, il me semble, un autre rendez-vous avec une entreprise qui s'appelle Doulou. C'est une entreprise qui met une plateforme à disposition des patients qui veulent gérer leur douleur. Là, j'ai pas eu de retour. C'était sur, pareil, Symfony full stack, mais du coup Symfony et Symfony Twig. Et ensuite, mais j'avais pas grand-chose. Surtout que du coup, période de Covid, de confinement, j'avais quasiment pas de réponse, ou alors que des rejets immédiats. Et il y avait énormément de postes qui étaient gelés. Du coup, je me prenais pas plus la tête. Je me suis dit, de toute façon, c'est normal qu'il y ait des difficultés de trouver des emplois. Ce qu'il faut surtout pas que je lâche, c'est mon projet. Si je lâche mon projet, le mécanisme que j'ai mis en place va se rouiller, va ralentir et va se stopper. Et il faut surtout pas, il faut que je continue à apprendre, il faut que je continue à mettre des choses en place, etc. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, où tu en es dans ta recherche? Alors, du coup, avec Aix-en-Provence, j'ai eu 6 entretiens, il me semble, au total. Et c'était surtout au début, c'était des entretiens de questions-réponses pour tester mes connaissances de Symfony. Ensuite, j'ai eu des tests techniques. Après, j'ai eu la correction des tests techniques. Après, j'ai eu les résultats. Ensuite, j'ai eu du coup le CTO, le CEO, la RH, etc. Et en fait, j'ai appris qui me prenait, que j'étais la meilleure candidate. Et moi, j'étais là en mode wouh, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, ça m'a fait énormément plaisir, ne serait-ce que par rapport à ma confiance en moi dans le code. Et je me suis dit, en fait, je peux trouver un poste full stack Symfony React, même si j'ai pas d'expérience en React. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Malheureusement, j'ai refusé parce que c'est à Aix-en-Provence. Et je me voyais pas démissionner. Je me voyais pas déménager là tout de suite pour partir dans le sud. Du coup, j'ai continué à postuler, surtout sur Welcome to the Jungle. J'ai eu pas mal de refus immédiats. Et il y avait une entreprise qui m'avait beaucoup intéressée qui s'appelle Ma Place en Crèche. Et j'avais lu le descriptif et je me suis dit, je sens que ça pourrait bien me botter. Et du coup, j'ai fait une toute petite lettre de motivation, pas un truc énorme, juste pour leur dire, voilà, je suis dynamique, je pense que mon profil peut vous intéresser. Et j'ai eu contact avec eux. Et du coup, on a échangé et ça a tout de suite matché. Et j'ai eu 3 entretiens, un avec le CTO, un avec la RH et un avec la chef digitale et m'ont pris. Pas de test technique? Pas de test technique. En fait, il m'a dit, c'est super rare, le CTO, il m'a dit, je te ferai pas de test technique parce que j'estime que tester un candidat sur un temps court et sous période de stress est inutile. Je pense que comment on appelle ça, la période d'essai suffira amplement à voir si tu fais l'affaire ou pas. Bah écoute, ça a l'air top. Donc du coup, tu as passé tes 3 entretiens et au final, ils t'ont fait une offre. C'est ça. Et aujourd'hui, cette offre, donc le fait que ce soit sur Paris, donc ce que tu préfères, et en termes de salaire, toujours sans nous donner de chiffres, est-ce que tu te situes au-dessus ou en dessous de ce que potentiellement tu t'attendais quand tu sortais de ton premier poste chez Passion? Au-dessus. D'accord. Donc, tu as une surprise à la hausse sur ce truc-là. C'est une super nouvelle, du coup. Ouais. Donc, tu démarres quand? Alors, je démarre mercredi. On est quel jour, là? Vendredi. Je démarre mercredi. En télétravail, du coup. D'accord. Donc, si tu devais redonner les conseils à ceux qui regardent cette vidéo sur justement les étapes de leur reconversion, les points à vraiment sur lesquels ils doivent se concentrer, qu'est-ce que tu partagerais?
Alors déjà, je dirais patience. Patience, c'est une longueur de temps. On a tendance à vouloir tout connaître maintenant, et sauf que c'est impossible. Et du coup, on se prend un mur. Et des fois, voilà, tout de suite, on a le syndrome de l'imposteur. On pense qu'on n'est pas fait pour ça, alors que c'est pas forcément vrai. Il faut que vous arriviez à prendre assez de recul sur ce que vous avez réussi à faire, jusqu'où vous êtes allé, sans forcément vous comparer à des développeurs qui sont là depuis 10 ans. Et surtout, ce qui est important, c'est avoir des gens autour de soi. Moi, par exemple, le fait d'avoir discuté avec toi, Rayed, le fait d'avoir discuté avec des amis de la promo, le fait d'avoir discuté aussi avec mon frère qui est ingénieur en informatique. Avec d'autres devs sur Discord. Exactement, exactement. Et ben, ça fait énormément de bien parce qu'on passe tous par la même chose, en fait, surtout les personnes en reconversion, parce que du coup, on n'a pas fait 5 ans d'études dedans, on a dû faire quelque chose en accéléré, et du coup, on a énormément de lacunes, que ce soit en théorie ou en pratique, mais ça s'acquiert. Franchement, ça s'acquiert. Et même si votre première expérience ne s'est pas bien passée, c'est pas grave. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est est-ce que vous aimez développer. Si par contre, vous n'aimez pas ça, et même en faisant un projet à côté, ou en lisant des trucs, ou je sais pas, en regardant des conférences, ça vous ennuie, bah franchement là je pense que vous pouvez vous poser des questions sur est-ce que je suis fait pour ça. Mais par contre, si vous aimez développer, si vous aimez faire de la programmation, si vous aimez coder, là il n'y a plus de questions à se poser. C'est le temps et le travail, parce que du coup je l'ai pas beaucoup dit, mais le travail c'est important. C'est important de ne pas se reposer sur ses acquis, d'essayer de faire de la veille technologique. On parle énormément de veille technologique sans vraiment savoir ce que c'est, mais ne serait-ce que faire un projet, un side project, pour moi c'est de la veille technologique. On n'est pas obligé de lire 1 milliard d'articles tous les jours pour faire de la veille technologique. Juste mettre la main dans le cambouis, pour moi c'est déjà de la veille technologique. Mais si vous faites ça tout le temps, enfin souvent, et que vous aimez le faire, il n'y a plus de questions à se poser. Sylvie, merci beaucoup pour ton temps. Je suis persuadé que ton témoignage va en inspirer plus d'un, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette interview avec toi. Je te souhaite tout le meilleur pour ton nouveau poste. Et puis, si jamais, où est-ce que l'audience pourrait te retrouver si jamais ils avaient des questions à te poser? Alors moi, je suis sur LinkedIn, Sylvie-Godard. Sinon, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, donc ouais, je dirais LinkedIn. Très bien, LinkedIn. très bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez aussi venir me voir, je saurai vous rediriger, ou alors vous donner des éléments de réponse avec plaisir. Merci à tous pour d'avoir assisté à cette interview, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.